comment, sur le plan méthodologique, vous y êtes pris. Et est-ce que c'est duplicable à d'autres secteurs? Alors, c'est un projet à l'échelle du territoire, mais je pense que ce qu'on est en train de vivre, parce que le changement, on est en train de le travailler, ce qu'on est en train de vivre, avant de parler de méthode, je voulais simplement parler des prérequis. Et je pense que sur un projet de changement, qu'il soit au niveau d'un territoire ou d'une entreprise, il faut un certain nombre de prérequis. Un, je pense que c'est d'abord la vision du management, mais portée par, et qui se nourrit du terrain. C'est un courage managérial, c'est une volonté forte. Et le changement, il ne viendra pas du haut. Il doit se faire impérativement par le terrain, par les acteurs, par les professionnels, les travailleurs qui sont au quotidien conscients des difficultés qu'ils rencontrent. Quand on veut transformer une organisation, elle doit partir du bas, elle doit se faire surtout par le bas et pas venir d'en haut. Mais elle doit être quand même portée et accompagnée par le management. Ça veut dire que ce changement, cette transition numérique peut être impulsée par les utilisateurs des outils numériques. Justement, il faut qu'elle soit impulsée par eux. Justement, c'est la conviction qu'on porte. Alors, du coup, pour parler de méthode, c'est bien comment, au travers d'outils de méthode que je pourrais vous décrire, mais comment on tire profit de l'intelligence collective, de l'intelligence du terrain, dans une logique, alors c'est très à la mode, de co-construction, mais la co-construction, ça s'outille, il y a des méthodes, des outils. Donc, à titre d'exemple, on s'est outillé dans l'océan Indien sur ce projet spécifiquement d'un lab, ou en tout cas d'un tiers lieu d'innovation dédié à la co-construction, à l'embarquement des professionnels de santé, pour construire avec eux, définir et l'ergonomie des outils et le contenu des outils, mais aussi les changements organisationnels progressivement avec chacun d'eux. Donc c'est un lieu dédié à cette innovation. Il y a beaucoup de numérique, on a un tableau interactif, mais au-delà du côté ludique, c'est aussi les compétences qu'on a internalisées dans l'équipe projet pour animer des ateliers créatifs, faire appel à l'intelligence collective, tout ça en étant vigilant à une posture qui est pour moi essentielle quand on veut conduire du changement, de neutralité, d'honnêteté, de transparence et de faciliter au travers du lieu, mais au travers de sa posture aussi, l'expression libre de la parole du terrain pour pouvoir capitaliser au maximum sur cette intelligence, encore une fois, riche. J'ai eu l'occasion de le voir dans plusieurs secteurs d'activité. C'est toujours là où est la richesse et c'est les acteurs terrain qui savent mieux que quiconque comment opérer le changement. Pour être en contact avec des acteurs de terrain, est-ce qu'il vous semble qu'il y a des secteurs qui sont plus ouverts, plus adaptables, plus capables d'opérer ce virage numérique et d'autres qui au contraire sont un peu plus résistants? J'ai eu l'occasion de conduire différents projets dans l'automobile, donc avec des mécanos, des gens au quotidien. Là, je travaille avec des professionnels de santé. Je ne suis pas certain qu'il y ait des secteurs plus à même que d'autres de changer. Je pense que c'est vraiment ces valeurs fondamentales et cette posture du manager, à la fois visionnaire et porteur, mais qui s'appuie sur l'intelligence du terrain. Donc tout le monde peut changer, reste à trouver en bonne intelligence comment utiliser au maximum et rendre acteurs les utilisateurs finaux, ou en tout cas les victimes, pas des victimes, mais de cette transformation, de ces changements. Merci. Philippe Arnaud, dans ce que j'entends de l'exposé d'Antoine Lerat, on revient un peu à la gamification dont vous parliez tout à l'heure. Alors, vous considérez que la transition numérique, c'est un levier de compétitivité pour les entreprises. À quel prix cette compétitivité accrue ne laissera pas des salariés sur le bord du chemin, j'ai envie de dire? En fait, tout est affaire de formation, préparation et d'anticipation. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des risques. Et en fait, je pense que les risques, on en a parlé surtout pour les surmonter, pour savoir, on va dire, les maîtriser et comment dire, et se servir de cette connaissance-là pour justement se servir correctement du numérique. Tout à l'heure, on a dit des mots importants qui ne sont pas forcément dans les textes de loi et qui ne le seront jamais. On a parlé d'humanité, on a parlé d'intelligence collective, on a parlé comment dire, de la capacité à travailler ensemble, innover ensemble, de trouver de la satisfaction pardon, dans le travail qu'on accomplit. Ça, ce sont des choses qui ne seront jamais dans aucun texte de loi. Et ça, quelque part, le numérique devrait nous servir à accomplir ce chemin-là.
Moi, j'y crois beaucoup. Effectivement, il y a des risques, mais je crois qu'il n'y en a aucun qu'on a cité qui n'est pas surmontable. Et effectivement, ça pose la question de l'individu, le fait de bien se connaître, le fait d'être capable de s'écouter. Ça change profondément dans l'entreprise la manière de manager, la manière de travailler, on va dire, en équipe. Le rôle du manager est profondément modifié. Je trouvais très intéressant l'exemple de monsieur, où finalement, on est plus que dans l'accompagnement, on est vraiment, on se met, je dirais, au niveau de tout le monde, on a plus ce côté hiérarchique. Bien sûr, il y a toujours le fait de devoir, on va dire, diriger et apporter un peu de leadership dans l'organisation, mais souvent, et de plus en plus, les projets viennent d'en bas. Et les projets qui viennent d'en bas font le projet global que le manager, on va dire, accompagne. C'est une chance, en fait, pour le salarié. C'est une vraie chance que le salarié reprenne le contrôle. Après tout, moi je pense que ce matin, nous avons donné des bonnes nouvelles au fait que finalement, chaque individu dans l'organisation reprenne sa part de leadership. Selon vous, les entreprises réunionnaises sont prêtes à justement opérer ce virage tout en conservant une qualité de vie au travail? Parce que c'est quand même la problématique. Bien sûr, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'avènement de toute une génération qu'on appelle X et Y, où en fait, les ressorts personnels sont très différents et sont beaucoup plus exigeants par rapport à l'organisation. Je ne me transporte pas dans l'organisation comme étant un élément du puzzle. Je suis quelqu'un, j'apporte, ce savoir-faire, cette compétence, et je tiens à ce que cette compétence soit reconnue, respectée au sein de l'organisation. Ça, c'est important. Et ça, c'est vrai que finalement, le changement vient de ces générations-là, il vient de l'intérieur. Et on va dire, si le management, ce que j'appelle le management de proximité, en fait, les encadrants et le top management ne le prennent pas en compte, ça va être leur tour d'être disrupté par les collaborateurs. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui. Est-ce qu'on a... Oui, bonjour, Caroline Massage, Société Isodome. Je me posais la question du changement justement et comment accompagner ou faire comprendre aux chefs d'entreprise que justement les bonnes idées ou les compétences autres que celles pour lesquelles les personnes sont employées peuvent être source de compétitivité et autres. Parce que je pense que oui, la base, elle est là. Mais le chef d'entreprise dans tout ça, est-ce qu'il est prêt? Je vais avoir du mal de répondre à la place de tout le monde et encore moins à la place de votre patron. D'autant que c'est un adhérent. Mais je pense que vous êtes dans une très belle entreprise. Ce que je dois vous dire quand même, c'est que c'est vrai qu'on est challengé, nous, en tant que manager. On est vraiment challengé. Mon entreprise, elle a bientôt 25 ans, donc j'ai eu le temps de voir finalement des fonctionnements qui sont maintenant très différents, et l'évolution finalement des mentalités des salariés et des cadres. Je pense qu'on doit davantage écouter aujourd'hui qu'hier. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment, en tout cas moi c'est ce que je ressens dans mon entreprise ou dans mon syndicat, le fait d'être attentif à ce qui se passe et d'être un buvard en fait de la compétence de chacun et chacune au sein de l'entreprise. C'est pas si facile. C'est pas si facile parce que quand on est manager, y compris dans le privé, on est assailli de réglementations, de lois. Tout à l'heure on en parlait. Il faut les connaître. Et donc la disponibilité, c'est-à-dire le temps de cerveau disponible, pour reprendre une expression connue, et ben du coup, c'est pas si simple. Et ça veut dire être capable à la fois de se mettre en situation d'écoute et de trouver dans l'entreprise des gens qui vont le faire.
Parce que naturellement, il faut savoir déléguer aussi, parce qu'on ne peut pas écouter tout le monde. Si vous êtes patron d'une boîte de 200 salariés, c'est pas la même chose qu'une boîte de 10. Et donc, il faut trouver ce qu'on appelle les managers de proximité, des gens qui ont la même fibre. Et franchement, je pense que le succès d'une entreprise aujourd'hui, c'est trouver cette équipe managériale qui fera que l'équipe globale avance ou n'avance pas. Une dernière question. Juste préciser que je ne parlais pas de mon patron en l'occurrence, qui est très à l'écoute, mais plutôt du rôle de consultant qu'on peut avoir entre autres dans le numérique et de comment amener les autres vers... Faut l'amener, faut peut-être l'amener voir d'autres choses, gentiment, tranquillement, pour qu'il, s'il n'en est pas conscient, faut peut-être l'aider en tant que conscience. Il y a des choses qui se passent autrement. Et que, en tout cas, moi j'en ai l'expérience, j'ai une petite équipe de 10 personnes et on travaille dans une entreprise libérée où on a aplani la hiérarchie, où mon rôle il n'est pas directif, tenir la to-do, donner les ordres, mais il est bien dans un rôle de bienveillance, d'écoute. Et j'en discutais tout à l'heure, c'est pas de prendre des décisions, moi c'est de faire que la décision que mon équipe connaît parfaitement, parce que c'est elle qui est confrontée au problème, c'est elle qui est à même de trouver la meilleure solution. Je pousse juste en écoutant simplement et en reformulant la solution que de toute façon personne ne sait la mettre en œuvre. Je pense juste je sais qu'il n'y a pas de recette, mais peut-être aller voir ce qui se passe, venez à la ruche, enfin non, mais Manu il connaît. Je pense que Manu connaît. Et on a parlé en fait d'écoute, et moi je dirais aussi pédagogie. En fait, le gros travail que nous avons et que vous avez lorsque vous allez en entreprise, pour finalement convaincre que le changement est important, c'est finalement réussir la pédagogie des enjeux. Réussir le fait qu'on montre aux membres de l'organisation qu'une fois le changement opéré, ça sera vraiment mieux. Donc cette pédagogie des enjeux, il faut vraiment insister. Puis ensuite, il faut aussi être patient. Selon les organisations, selon le vécu des uns et des autres, le temps n'est pas le même. Et il faut être capable, lorsqu'on est consultant, de se dire, tiens, peut-être que cette mission-là, en 3 mois, ça ne le fera pas, et qu'il faudra revoir le top management et les managers de proximité pour se dire, tiens, on va replanifier les choses, donner du temps, parce que la pédagogie des enjeux, pour qu'elle soit réussie, ça prend du temps. Alors, Jasmine Hippolyte, Centre réunionnais d'études et de formation, et donc responsable de formation. J'entends ici qu'il y a donc à réélaborer en fait le télétravail, je veux dire, c'est une autre façon de travailler, et en fait accompagner donc ce télétravail ou autre, je veux dire, dans la transition numérique de l'entreprise. Et au départ, c'est vrai qu'il faut repenser, comme disait M. Gilbert Laporte, c'est-à-dire à la source, établir ce qui s'appelle la démarche de projet, avec une analyse de ressources qui sont disponibles, et puis, je veux dire, les compétences que l'on met en face. Et après, effectivement, dispatcher s'il faut, je veux dire, établir du télétravail avec tout ce que j'ai entendu en termes de confiance, de maturité, etc., etc. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est surtout, aujourd'hui, il existe un dispositif qui est la gestion donc, des emplois et des compétences professionnelles, et des parcours professionnels qui, aujourd'hui, en fait, ont été un petit peu revisités par la loi Rebsamen. Et ici, moi, je vois qu'il y a un couplage à faire sur, je veux dire, l'utilisation de cet outil et l'intégration aujourd'hui de cette transition numérique dans l'entreprise. Et donc, de retravailler un dispositif un peu connu et de le revisiter, je veux dire, voilà. Alors, pourquoi ne pas faire, je veux dire, coupler un outil qui fait du diagnostic avec justement du dialogue social et en partenariat, arriver à élaborer, je veux dire, ce type d'accompagnement. Voilà ma question. Merci. Effectivement, la GPEC est un outil, je vais dire maintenant, universel. Bon, ça fait 15 ans qu'on en parle, hein, donc effectivement, dans le cadre de la transition numérique, s'il y a quelque chose qui pourrait bien servir à quelque chose, ce serait la GPEC. C'est une façon un peu de dire sous forme de boutade. Voilà ce qu'on fait. Maintenant, je pense que ce qu'il faut aussi se mettre en tête, c'est que GPEC n'est pas uniquement formation. Hein. GPEC, ce n'est pas que la formation, c'est vraiment l'étude sur les emplois et les compétences. Alors effectivement, pour accompagner la transition numérique, on n'a pas besoin simplement de mettre en place des actions de formation. Hein, il y a
On a dit qu'il faut revoir le mode de management, il faut revoir le mode d'organisation. J'allais dire qu'effectivement, pour réussir un projet de transition numérique, pour le manager du top management, il faut vraiment s'assurer au départ, tout à l'heure je vous disais diagnostic des ressources, mais il faut sûrement vraiment s'assurer au départ que tout le middle management est sur la même ligne que soi-même, quoi, parce qu'on a connu des expériences d'intervenants où j'avais un top management qui était coupé de son middle management, et alors je ne dis pas le reste. Hein, donc il y a vraiment effectivement à travailler sur, non, je ne dis pas l'adhésion, mais la cohésion hein, de l'ensemble des acteurs. Et par rapport je reviens à une question que Madame avait posée concernant est-ce qu'il ne faut pas que les directions soient accompagnées, soient outillées pour travailler avec cette nouvelle logique qu'on dit de projet. Donc, je pense qu'effectivement, tout à l'heure j'ai répondu à une journaliste, il n'y a pas que, on ne peut pas simplement les envoyer à la formation. Hein. Donc, je fais le lien avec la GPEC. Il ne faut pas penser, ah, tiens, il faut les envoyer à se former pour conduire les transitions numériques. Il y a ce que, par exemple, ce genre de cadres peuvent offrir, hein, c'est aller voir ce que les autres ont fait, faire du benchmark là-dessus, comprendre plutôt les bonnes pratiques que revenir avec de bonnes connaissances. Quoi. Quelles sont les bonnes pratiques utilisées, expérimentées par d'autres que je pourrais m'approprier et amener chez moi. Donc ça, je crois que c'est une première action hein, à faire sur un petit territoire comme La Réunion, où finalement, justement, relativement, on a beaucoup de moments où les gens se rencontrent, d'ailleurs se plaignent d'être trop souvent sollicités. Je crois qu'il y a plein d'occasions pour aller voir un peu comment font les autres personnes. Et puis, je crois que je fais le lien avec ce que disait Philippe Arnaud, on est avec la génération Y. Cette génération Y, par rapport effectivement aux anciennes générations, elle a un certain détachement par rapport à l'entreprise. Ça, je crois qu'il faut, je pense que je ne dis rien, hein, bon, tout le monde en a pris conscience. Hein, on n'a pas la génération Y, entre Philippe Arnaud et son concurrent, moi, si l'autre m'offre de bonnes perspectives, je m'en vais. Hein. Même pas de perspectives, de bonnes conditions de travail. Hein. Donc effectivement, c'est au manager qu'il appartient maintenant de faire exprimer ces ressources-là, qu'il a en sa main, et de les amener dans son projet. Donc il y a effectivement un changement de paradigme là à établir dans la relation qu'on a dans l'entreprise, entre les directions d'entreprise et les salariés. Les salariés ne sont pas simplement des boutons sur lesquels on appuie, pour ça il y a des machines maintenant. Les salariés sont là pour exprimer les compétences dont on a besoin. Merci, mais je crois qu'on va en finir là. Un dernier petit mot. Je n'ai plus à la Ce que M. Lerat l'a dit tout à l'heure, il résonne en moi. Pourquoi? Parce qu'il parlait de prendre en compte l'expression et l'intelligence du terrain. On a une expérience comme ça avec un chef d'équipe qui est formé aux techniques du numérique, etc. Et qu'il avait peur de tout ce qui était ordinateur, on parlait serveur, on parlait logiciel, etc. Il a peur, il ne veut même pas entendre parler. Il fait même une sorte de stress. Alors, nous avons un besoin, c'était dans le suivi de nos forêts. On essaie de suivre la croissance des arbres, l'état sanitaire de ces arbres endémiques, et bien sûr, tous les renseignements que vous pouvez avoir pour faire entrer dans une banque de données, pour ensuite traiter et avoir des résultats sur le plan scientifique. Et donc, ce chef d'équipe qui est sur Dimitri, donc entre deux, nous l'a demandé de pouvoir faire ce suivi-là. Mais jusqu'à maintenant, il faisait sur un suivi papier, donc crayon papier. Et lorsque notre responsable du service d'information, enfin du système d'information, a émis l'idée de donner à ce monsieur une tablette avec un formulaire, stress voulu. Donc là, du coup, il m'a dit surtout, il ne faut pas nous stresser cet agent, c'est un bon agent, il fonctionne très bien avec le formulaire papier, mais nous avons envie tout simplement qu'il essaye d'adapter à cette méthode-là. Donc nous l'avons conçu un formulaire avec le monsieur, c'est-à-dire avec son niveau de départ. Nous l'avons pas dit, voilà le formulaire, maintenant il faut aller format haut, aller après l'utiliser. Non, non. Notre système d'information, on a été calé sur sa capacité à comprendre l'outil, à le construire avec lui. Et donc, ce bonhomme-là, nous là, pour ne pas avoir peur, nous l'avons dit comme ça, voilà. Pendant un moment, fonctionne avec le formulaire papier, et en parallèle avec le formulaire informatique. Et où on va voir
quel est le résultat pour le charge de travail, pour la facilité, pour la transmission de données, quoi est plus facile pour, quoi est plus aisé, quoi est plus exact dans la transmission de ces données-là. Maintenant, il dit 3 mois. Il nous dit, dans 3 mois, nous revient à cause avec vous. Nous fait un bilan pour voir les quoi vous choisissez. Si oui, choisir, hein, si vous gardez le formulaire papier ou le formulaire sur la tablette numérique. 3 mois après, le monsieur New Arnaud a dit, non, moi, un formulaire papier, je ne veux plus, moi. Par contre, le formulaire tablette-là est très pratique, mais arrive, il prend une localisation GPS, il coche les... Voilà, simplement à cocher, tac, 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 il a été construit avec lui. Donc maintenant, il remplit, il est transmis immédiatement sur la base informatique, nous arrive, nous synchronise toutes les données, et toutes les données apparaissent sur un tableau avec 1000 lignes, 1500 lignes, 2000 lignes, etc. Et donc le monsieur, maintenant, il voit le résultat, il me dit, voilà, où il a participé à une action scientifique, et où il est dans la chaîne scientifique maintenant. Donc ce monsieur-là, il pense qu'il doit être assez content de ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est un beau témoignage pour terminer cette matinée. Je vais laisser quand même le mot de la fin à Gilbert Laporte, puisque c'est l'Arvis Act qui est organisateur de cette semaine de la qualité de vie au travail. Donc un petit mot pour conclure. Ah, mais c'est un grand merci, hein, un petit mot, un grand merci à tout le monde. Je sais qu'on n'a pas été très rigoureux au niveau de la maîtrise du temps. Merci d'avoir patienté jusque-là. Je crois qu'il y a encore plein de questions. Bon, si vous souhaitez, on pourrait continuer à l'extérieur. 2 petites annonces. Demain, la semaine qualité de vie au travail va se poursuivre sur le site